Amine Bouhassen, bonjour et merci d'avoir répondu à ma demande de podcast. Alors, peux-tu nous raconter comment ton expérience en tant que cofondateur du think tank ICEM contribue à promouvoir l'unité économique au sein du Maghreb et quels en sont les principaux défis que tu as rencontrés dans cette entreprise? Bonjour Slim et merci pour cette invitation. L'ISLAM, Initiative pour la communauté économique du Maghreb, a débuté en 2019, juste avant la fameuse Covid et légèrement avant le Hirak. Il faut savoir que j'étais à ce moment-là à Centrale Supélec, un master exécutif en leadership. Et j'étais là avec mes collègues, mes camarades, et on se disait, tiens, s'il y a un projet innovant à faire, c'est bien de faire sauter cette frontière qui sépare les pays de l'Algérie et du Maroc. Il faut savoir que, et je le répète souvent parce qu'il faut vraiment le répéter, notre région détient deux tristes records en échange intra-régional, premièrement, et deuxièmement, en frontière terrestre fermée, la plus longue au monde fermée. On dépasse la Corée, hein, on est pas mal hein, dans la bêtise. Et à partir de là, notre slogan dans cette promo était de dire agir ensemble dans un monde en perpétuel changement. Agir. Agir ne veut pas dire réussir. Agir veut dire se mobiliser, tenter des actions innovantes, tenter des approches aussi qui n'ont jamais été poussées. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec ISEM. Et le but, c'était de trouver des points d'ancrage. Alors, les points d'ancrage ne sont pas forcément ceux qu'on cite souvent. Les pays du Maghreb ont une culture commune, une histoire commune, un avenir commun. C'est vrai, mais ce n'est pas là-dessus où nous, on voulait aller. On a été hyper pragmatique. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qui mobilise les décideurs? Ce sont les intérêts. Ce sont les intérêts. Churchill l'avait bien dit. Alors, je ne suis pas forcément fan de Churchill, mais il a dit une chose qui m'a toujours marqué. L'Angleterre n'a pas d'ennemis ou d'amis éternels, elle a des intérêts permanents. Et je pense qu'à partir de cette idée-là, on peut construire plusieurs choses en géopolitique et en géoéconomie. L'Algérie, le Maroc, parce que ça va être la locomotive du Maghreb, forcément, ou de l'Afrique du Nord dans son élan. Si les deux ont des intérêts permanents, on pourra faire quelque chose de cette région. Et les intérêts, on les retrouve dans l'économie. Et c'est comme ça que ISEM a voulu veut créer une communauté économique au sein du Maghreb. On n'invente rien, on s'inspire également de la CECA, la fameuse communauté économique du charbon et de l'acier, qui avait justement précédé l'Europe dans les années 50, il me semble. Oui, merci Amine. C'est effectivement très intéressant. Tu as eu un parcours aussi de DRH chez Heime. Je l'ai prononcé Heime, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Et tu as apporté une nouvelle approche à la gestion managériale en prenant le concept de libérer le pouvoir. Peux-tu nous expliquer cette philosophie que tu as hein, dans le management et comment elle a été mise en œuvre avec succès au sein de l'entreprise Heime? Alors, Heimi, bravo, hein, tu le prononces très bien. J'ai souvent eu d'autres prononciations en live. Là, c'est parfait. Heimi est une marque d'assurance qui, au départ, était pour les jeunes. Elle a été créée, pareil, en 2019. Et pourquoi? Et ça, je pense que très peu de gens qui nous écoutent aujourd'hui ont eu l'opportunité, parce que je vais le prendre dans ce sens-là, de vivre ce qu'on appelle un fait du prince. C'est-à-dire, le gouvernement décide, le prince, entre guillemets, décide de changer la loi qui va affecter votre business, mais de manière euh, très forte, voire violente, parce que le temps qui nous était accordé était très mince. Donc, on s'est retrouvés, nous étions à l'époque délégataires de la sécurité sociale des étudiants en France, et on s'est retrouvés du jour au lendemain sans activité quelque part. Il a fallu se réinventer. Et Amy nous a permis de nous réinventer, de porter une marque full digital. Et dans ce parcours-là, j'ai rencontré des gens extraordinaires, également qui étaient dans mon parcours aussi à Centrale Sup. Lux Alaourou par exemple, et Moulay Hichem Guenoun, qui ont été pour moi des véritables phares, montrer une direction. Et parmi cette direction que j'ai prise, c'était de prendre conscience qu'un leader, parce qu'à un moment donné, j'avais une casquette au sein de l'entreprise où il fallait que je prenne la direction, il fallait que j'accélère la transformation. On était en pleine transformation, on changeait de métier, on changeait d'approche. Et le leader, pour moi, je l'ai compris avec le temps, avec les claques aussi, ce n'est pas celui qui a la meilleure idée. Le leader est celui qui fait vivre, qui porte la meilleure idée. Et à partir de ce postulat, on peut faire plein de choses. On se rend compte que nos équipes sont meilleures que nous.
ont une vision beaucoup plus précise des choses parce qu'ils sont en front avec le client, ou alors ils ont des idées qui méritent d'être soutenues. Et c'est comme ça qu'on a réussi petit à petit entre 2019 et 2021, en traversant la fameuse euh, difficulté. C'est comme ça qu'on a réussi à réduire, si vous voulez, la courbe du deuil. Vous savez, dans toute transformation, dans tout changement, vous avez une courbe du deuil qui vous fait passer de plusieurs étapes. Par exemple, le choc, la colère, la peur, l'angoisse, l'acceptation et ensuite la confiance et on se relance. Moi, l'idée, ce n'est pas d'ignorer ces phases-là. On est obligé de les vivre, ces phases-là, mais de faire en sorte que la courbe ne soit pas large, elle soit hyper étroite, pour ensuite avoir la possibilité de se lancer très rapidement. Et pour ce faire, rien de mieux que de s'appuyer sur ceux qui sont sur le terrain. Encore une fois, un leader, c'est celui qui accepte de passer le flambeau, mais de faire vivre les idées, de faire en sorte que toutes les énergies convergent dans la même direction. Amine, on vient à la partie qui me passionne aussi de ton parcours et de ta personnalité. Tu as participé à une expédition au sommet du Kilimandjaro pour célébrer les 30 ans de l'Union du Maghreb arabe. Il fallait le faire. Comment cette expérience personnelle a-t-elle renforcé ta conviction en faveur de l'intégration économique maghrébine et quels enseignements tu en as tiré, sachant que moi, j'aime pas trop le mot Union du Maghreb arabe, et je suis plus porté sur une dénomination Union économique du Maghreb. C'est là où on retrouve aussi la notion d'intérêt. Alors, je te rejoins sur la dénomination l'UMA. L'UM, c'est très bien l'Union du Maghreb. On peut s'arrêter là, parce que le Maghreb n'est ni uniquement arabe, ni uniquement amazigh. Il est pluriel et c'est comme ça qu'on pourra converger ensemble les 5 pays. Je dis bien les 5 pays. Alors, dans ma communication, j'ai tendance à me concentrer sur le couple franco-allemand de la région, hein, l'Algérie et le Maroc, parce que, voilà, encore une fois, je me répète, mais c'est la locomotive. C'est à partir de là qu'on peut débloquer plusieurs choses. 1989, c'est un pur hasard parce que euh, entre 2019 et 2089, donc on avait 30 ans, et 1989, moi qui ai grandi en Europe, c'est une date que j'ai apprise par cœur. Vraiment. Novembre 89, forcément, la chute du mur de Berlin. Et moi, je ne comprenais pas cette chute du mur de Berlin. Bon, c'est vrai qu'avec l'âge, avec mes lectures, j'ai compris l'impact qui s'en est suivi après avec la chute de l'URSS 2 ans plus tard. Mais 89, pour moi, c'était une date qui me marquait l'esprit. Et quand je suis arrivé au Maghreb, quand je me suis installé définitivement au Maghreb, j'ai su que ça coïncidait avec cette fameuse réunion qui avait lieu à Marrakech entre les 5 chefs d'État de l'époque. Et là, on y croyait. C'était un rêve qui était possible. Le problème, c'est que depuis, très peu d'avancées concrètes ont été réalisées, très peu. Et beaucoup de discours, beaucoup de salive, mais très peu d'impact sur le terrain. Lorsque, en 2019, toujours cette fameuse année charnière, je me suis dit, tiens, on va se lancer maintenant un défi dingue, c'est de les plus hauts sommets de chaque continent avec un message à porter pour la jeunesse, essentiellement, mais pas que, de cette région. Commence 2019, hasard du calendrier, je rencontre le secrétaire général de l'Union du Maghreb qui siège à Rabat et il m'a dit, OK, go, on y va parce qu'il y a une symbolique qui est très forte. Je sais bien que le Maghreb ne se limite pas à des sommets. Je sais bien que le Maghreb n'attend pas ISEM pour se faire, mais je sais qu'aujourd'hui, notre mission a changé parce que on s'est rendu compte que le défi principal, c'était de lutter contre la haine qui sévissait sur les réseaux sociaux. C'était de garder cette lueur, cette toute petite lueur d'espoir euh, face au discours souvent de nos dirigeants qui sont pas forcément rassurants. Heureusement, donc hier, j'ai consulté l'actualité, Slim, donc décembre 2023, date à retenir, c'est que il se pourrait que nos ministres des Affaires étrangères dans la région discutent de l'avenir de leurs relations respectives, mais aussi de l'avenir du Maghreb. Donc ça, à écouter, à entendre, moi je suis preneur et j'appelle toutes les bonnes volontés à agir un peu comme nous le faisons à ISEM, comme je le fais à travers le sport et à travers le Kilimandjaro, qui s'est suivi avec la Concagua en Amérique latine. Là, on était quasiment à 7000 mètres, c'était un peu plus dur. En juillet, c'était le plus haut sommet d'Europe, donc troisième continent. Et là, je prépare activement un entraînement pour
essayer. J'ai bien essayé parce que ça coûte 15 000 dollars cette histoire d'aller en Alaska en mai-juin 2024, le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Et la symbolique serait forte parce qu'on serait sur le continent, sur le pays, pardon, de la première puissance au monde. Et ça, moi, je suis preneur de toute initiative, de toute idée, de tout soutien pour faire en sorte que ce rêve puisse continuer. Voilà, j'y accorde beaucoup de sacrifices en temps personnel, mais aussi sur un volet financier, sur un volet d'entraînement. Je vous laisse imaginer les entraînements que cela nécessite, mais lorsque je suis au sommet, même lorsque je suis sur le chemin, je repense à tout ce qu'on est en train de faire, nous tous, toi à ton échelle, moi à la mienne. Crois-moi, ça me donne beaucoup d'oxygène. Même s'il n'y en a pas beaucoup en haut, ça m'en procure énormément. Écoute, je suis autant passionné que toi de l'Union du Maghreb, mais je suis en admiration devant justement ta perspicacité, ton engagement pour justement la construction maghrébine, mais aussi apporter d'autres choses, des sujets du leadership à travers justement ta passion pour les défis que tu te lances, car tu es un sportif accompli et ceinture noire de judo, marathonien. Tous ces sommets que tu gravis à travers le globe terrestre sont pour moi véritablement très impressionnants. Mais dis-moi comment justement cette facette sportive, pour finir et pour conclure cet échange que nous avons, comment cette facette sportive, elle influence justement ton approche professionnelle, ton leadership et en quoi elle contribue au message d'unité et de collectif dans le Maghreb, parce que il faut des centaines de Amin Bouhassen pour pouvoir peut-être ramener tout le monde à la table de la raison et de discuter et de parler de choses qui sont extrêmement importantes pour l'avenir, comme la construction du Maghreb. Alors, je ne sais pas si ma femme serait d'accord qu'il y en ait 100 comme moi. Je crois qu'elle a du mal à me supporter, mais du coup, ton caractère, il est assez spécial. Mais pour revenir sur l'impact du sport de manière générale, écoute, c'est très simple. Moi, le sport, je m'en suis servi depuis tout petit. Mon père, Lahamo, qui était pour moi et un héros d'ailleurs à chaque ascension, je lui dédie cet effort que je fais, ma pensée, tout mon cœur que j'ai pour lui. Le sport est un vecteur de réussite. Le sport m'a appris depuis tout petit que la vie ne me fera aucun cadeau. Alors, certains ont plus de facilité que d'autres, tant mieux. Vous savez, quand vous avez des parents qui ont facilité un peu le chemin et vous êtes dans leur sillage, soit sur une entreprise, soit sur un projet, ceux-là auront peut-être un peu plus de facilité. Moi, j'ai pas eu ces facilités, j'en ai toujours pas dans mon quotidien. Et je pense qu'on est une très, très grande majorité dans mon cas précis. Et alors, le sport m'a appris une chose. Lorsqu'on chute, il faut se relever. L'image, on l'a facilement avec le judo. D'ailleurs, la première chose qu'on apprend à faire au judo, c'est de chuter. Non pas d'attaquer, mais de chuter. Et avec les autres sports aussi, marathon. Mon premier marathon, c'était en 2017 à Barcelone. Je me suis blessé une semaine avant. J'étais vert et je suis quand même parti au 15e kilomètre. Boum, terminé. Je pouvais plus marcher. Non pas courir, mais marcher. Parce qu'on peut marcher dans un marathon, mais j'ai pas pu le faire. L'année suivante, je suis revenu hyper entraîné, j'étais tout seul. Je m'entraînais en hiver, sous la pluie, et je suis reparti. Après la chute, on se relève. Le Maghreb, c'est aussi ça. On a chuté, on a creusé même, pour paraphraser Félag. Mais à un moment donné, il faut se relever et retravailler ensemble. Pas forcément faire des miracles, mais faire un pas après l'autre de manière sereine, en ayant un cap et en se fixant ce cap. Le sport, c'est l'autodiscipline. Le sport, c'est ne pas pointer du doigt la météo quand on n'a pas réussi. C'est ne pas pointer du doigt l'arbitrage parce qu'on a perdu. Ce n'est pas dire que l'adversaire a eu des meilleures conditions que nous, il a eu un meilleur équipement. Non, le sport, c'est tout l'inverse, c'est de se mettre en question soi-même et d'apprendre à perdre pour savourer les victoires. Donc, à mon échelle, ok, mais je ne suis, croyez-moi, je pense qu'il y en a des millions comme moi. Les sportifs, surtout dans notre région, on a des champions en Algérie, au Maroc. On l'a vu avec notre ami Sofiane Barkhali aux Jeux Olympiques pour le Maroc. On le voit avec les exploits aussi de nos boxeurs, de nos judokas et de nos athlètes aussi paralympiques et de nos femmes en Algérie et en Tunisie. On est capable de faire de très belles choses. L'État, bien entendu, doit essayer de nous aider sur le soutien. Moi, je sais que pour le sponsor, c'est pas une mince affaire. Mais le sport, oui, c'est une sacrée valeur pour tous nos projets professionnels comme personnels.
Merci beaucoup, Amin Bouhassan. J'ai beaucoup d'admiration pour tout ce que tu fais et je suis très heureux d'avoir fait ce podcast avec toi. Merci et à bientôt. À très bientôt.